Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux pour cette conférence. J'ai mon débat a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Olivier Véran. Cette conférence traitera le sujet suivant: renouveler la démocratie, rétablir le lien entre citoyens et élus, et sera modérée par Wassim et Larsen. Évidemment, nous tenons à remercier Oresis, le Crédit Mutuel, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, ainsi que Grenoble École de Management, qui nous apporte un soutien tout au long de l'année. J'en profite également pour remercier la direction de GEM, Madame Fouzia Bouzerda, notre directrice générale, ainsi que Monsieur le Préfet, qui se sont déplacés pour assister à cette conférence. À présent, sans plus attendre, merci d'accueillir comme il se doit notre invité du jour, Monsieur le ministre délégué, chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, Monsieur Olivier Véran, et nos modérateurs. Et donc, juste avant de laisser la parole à Monsieur Olivier Véran, j'invite Léon à nous rejoindre pour la présentation du billet d'humeur de notre invité. Je vous souhaite une excellente conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour une fois que c'est pas Hassan qui ouvre le bal, on va franchement pas s'en priver. Bonjour Monsieur Véran. Aujourd'hui, je me permets d'ouvrir cette conférence avec ce petit billet d'humeur. Aujourd'hui, on a fait carton plein. Monsieur Véran, ne stressez pas. Je sais que vous n'avez pas l'habitude des salles pleines à l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est toi qui devais le faire. Qu'est-ce que tu fais là? T'es là que depuis 3 semaines, 12. Ah, ça. Les gens ne veulent pas de toi. Tu veux pas comprendre ça? Regarde, t'arrives en retard et tu bégayes. On dirait un député RN quand on lui demande de répondre si le père Le Pen est antisémite. Bah, tu sais quoi? Pour une fois, je te fais confiance. Vas-y. Bon, excusez-nous, on recommence. Bienvenue, Monsieur Véran. C'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui, vous, un ministre des Français. Français, hein, on s'entend. Je lis ici un sondage qui dit que selon 67,8% des Français, vous roulez sous les ordres des GAFA ou de Big Pharma, ou des deux. Attends, c'est quoi tes sources? C'est important les sources. Alors, attends, une seconde. Stop au pass nazitaire.org. T'as vu? Ça, c'est fiable. Il y a même plein de députés qui suivent ça. Mais de quel député tu me parles? Philippot, sérieusement, bon. Laisse faire les vents. Bonsoir, Monsieur Véran. Désolé, on a quelques problèmes RH à gérer ici à GM en débat, vous devez bien connaître ça au gouvernement. Vous êtes né le 22 avril 1980 à Saint-Martin-d'Air et vous vous présentez comme un enfant des JO de 68. En effet, c'est là où votre père, ingénieur en informatique, et votre mère, professeur d'anglais, se sont rencontrés pour la première fois. Pour le reste, rien à signaler. En effet, on est loin de Juppé qui, dès 14 ans, écrivait des poèmes et jouait l'intellectuel. Vous, c'est plutôt les arbres, enfin les chefs particulièrement. Après un lycée à Champollion, vous entrez en fac de médecine. Toujours à Grenoble. Jusqu'ici, on dirait l'histoire random d'un mec sur le campus de JR. C'est vrai. Mais c'est là que commence l'été papillon. La succession de plein de petits événements qui paraissent comme ça anodins, mais qui, in fine, vous conduiront aujourd'hui à la place que vous occupez. Vous hésitez d'abord entre psychiatrie et neurologie, et finissez par choisir la seconde option. Ah, le choix des spécialités. Tous les étudiants en médecine passent par là. Mais pour vous, c'est ce choix-là qui vous permettra de vous lier d'amitié avec le président du BDE. BDE. Il vous propose de devenir représentant local de l'intersyndicale des étudiants pour vous envoyer à Marseille. BDE. On n'est pas au BDE pour rien, c'est pas les IPO qui diront le contraire. À Marseille, un peu malgré vous, vous vous retrouvez au milieu d'une protestation étudiante qui prendra une ampleur nationale. Cette première implication politique vous permettra de conquérir les plateaux télé. BDE. Bon, ça reste France 3 Région, vous passez entre une recette de la croziflette et un reportage sur les mystères du château de Sassenage. Oh, c'est dur, faut bien commencer quelque part. Mais cela vous fait croiser le chemin d'une certaine Geneviève Fiorasso, députée sortante PS de l'Isère, qui vous file le rôle de député suppléant. BDE. Vous pensez alors vous contenter de quelques formalités, mais vous vous retrouverez très vite, un peu par hasard, député PS après la nomination de cette chère Geneviève au ministère de l'Enseignement supérieur. BDE.
Après, vous déchantez assez vite en 2015. Votre première expérience électorale n'est pas très concluante. Vous perdez les élections départementales à Milan. Pas BNF. Et vous siégez un temps au conseil régional. En 2017, vous changez de dimension. En misant sur le pont cheval et en prenant le train en marche, vous voilà député sous les couleurs de Macron. BNF. Vous êtes certes loin d'avoir le CV habituel parisien à rallonge qu'on a l'habitude d'étaler ici sur l'estrade, mais il faut s'en rappeler, en 2017, tout le monde pouvait être élu avec une étiquette en marche. Vous auriez alors pu rester comme tous les autres députés macronistes, noyés dans la foule. Mais encore une fois, le sort en décida autrement. Et le 17 février 2020, c'est la consécration. Vous êtes nommé ministre de la Santé et des Solidarités. BNF. Pendant la crise Covid. Pas BNF. Alors que personne ne vous connaissait, à part quelques anciens mélans, vous vous retrouvez propulsé sur les écrans de tous les Français, et ça quasiment tous les soirs. Nous avons donc suivi, avec ardeur, vos tergiversations. L'usage du masque n'est pas utile en population générale. Et vos retournements. L'usage du masque est obligatoire. On espère franchement que vous étiez plus constant lors de vos opérations médicales. Mais force est de constater que vous devenez, du jour au lendemain, l'une des figures du pouvoir exécutif. Et en dépit d'un petit passage en tant que ministre des Relations avec le Parlement, vous êtes aujourd'hui parmi nous avec les prestigieux titres de ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Prestigieux, j'aurais dit casse-gueule sérieusement. De quoi en finir en burn-out. Vous devez courir après Darmanin pour expliquer chacune de ses sorties polémiques. Oh, ça va, il n'y en a que 3 par semaine, ça fait de sport. Vous devez apprendre par cœur le nom de tous les ministres. Tenez, Philippe Vigier. Je suis sûr que vous êtes le seul à connaître sa fonction dans la salle. Ça va, il n'y en a que 42 en France. Vous devez vous occuper en même temps du renouveau démocratique et de la communication d'un gouvernement qui en est à son 49e 49.3. Là, franchement, je t'arrête, t'abuses, ils en sont qu'au 14e. Vous devez étaler les éléments de langage chaque mercredi pour expliquer pourquoi votre gouvernement est le meilleur et pourquoi il faut voter pour lui. Ah tiens, c'est marrant ça, on dirait toi qui cherches un stage. Bon, plus sérieusement, vous vous révélez comme un communicant en fer. La jukebox de l'Élysée, on vous appelle. Vous arrivez à convaincre de n'importe quoi, vous arrivez à nous faire croire que Dupond-Moretti a sa place au gouvernement, que vous agissez pour la transition écologique en soutenant l'industrie pétrolière. Je suis sûr que vous arriveriez même à convaincre un élève de prépa que j'aime, c'est mieux que HEC ou Polytechnique. Mais nous, on voit plus grand, monsieur Véran. Vous avez maintenant la notoriété. Tout le monde dans la salle vous a vu à la télé. Peut-être même un peu trop. Vous avez l'expérience. Et pas de vidéos cheloues qui traînent sur Internet, jusque-là. Pas d'affaires judiciaires, mais qui le cru. Bon, là je mets de côté quelques enquêtes Mediapart, mais je suis sûr que même voici m'en a eu. De toute façon, dès qu'on touche un peu de trait ou de long à la politique, normalement, on a l'enquête Mediapart qui va avec. C'est un package. Bon, monsieur Véran, tous les voyants sont au vert, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ces belles paroles, je me permets, monsieur Véran, de vous souhaiter à tous une excellente conférence. Merci à Sam et Léon pour cette belle entrée en matière. Maintenant, nous allons laisser Monsieur le ministre prendre la parole. Ah, c'est moi qui parle. Donc, c'est là que je me venge, en fait. Ils sont partis. Non, merci beaucoup pour l'intro. Bonsoir à tous. Je suis très très heureux d'être avec vous ce soir pour plusieurs raisons. Ça a été dit, et vous le savez, je suis un enfant du coin et ça me parle de revenir ici à Grenoble. Et puis aussi parce que je me suis engagé dans une sorte de tour de France des universités, des écoles, pour aller à la rencontre des jeunes et des étudiants. Pourquoi je le fais? Je le fais avec ma casquette de chargé du renouveau démocratique. Parce que pour moi, la démocratie, c'est pas juste le jour des élections, c'est pas juste quand on a besoin de vous mobiliser pour aller voter. C'est pour reconnaître que l'action politique qu'on mène aujourd'hui, les réformes qu'on prépare pour aujourd'hui et pour demain, en fait, on les fait pour vous, puisque c'est votre génération, un peu la mienne, je ne suis pas si vieux que ça, et c'est pour votre génération qu'on est en train de transformer le pays. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vous qui en bénéficierez, ou c'est vous qui en bâtirez, c'est le choix.
Et moi, j'ai pas envie qu'on fasse les choses sans vous. Alors, je sais que vous l'avez déjà entendu 20 000 fois, chaque fois que vous avez rencontré des politiques qui vous ont expliqué, qui ont fait les choses avec vous, pour vous, etc. N'empêche que je suis le premier ministre à porter l'intitulé de la démocratie. Et ça veut dire quand même quelque chose. Il n'y avait pas de ministre en charge de la démocratie auparavant. Et le président de la République, quand il a été élu en 2022, il l'a fait sur un thème, c'était le avec vous. C'était la volonté de co-construire davantage avec les Français. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait parce qu'on constate, enquête d'opinion après enquête d'opinion, que les Français se désintéressent de la politique, qu'ils font de moins en moins confiance aux représentants politiques, ils sont de moins en moins nombreux à aller voter, et lorsqu'ils vont voter, et notamment chez les jeunes, ils font de plus en plus le choix de la radicalité et d'un vote pour des extrêmes plutôt que pour des partis de gouvernement. Et donc on se dit qu'il y a quelque chose qu'on est en train de rater. Quand on regarde nos enquêtes d'opinion, il y a une lueur d'espoir. Aujourd'hui, on a un système qui est ce qu'on appelle une démocratie représentative, c'est-à-dire une démocratie qui fonctionne à partir d'élus, qui sont élus au suffrage universel. La démocratie, c'est 50 plus 1, 50% plus une voix. Et ça vous donne la possibilité de décider pour la collectivité, que vous soyez dans une mairie, dans un département, dans une région, au Parlement. Mais pour la première fois dans l'histoire de notre pays, il y a une majorité de Français, et surtout chez les jeunes, qui plébiscitent la démocratie directe. La démocratie directe, c'est celle qui n'est pas médiée par les élus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Moi je pense qu'il faut des deux. Moi je crois à la démocratie représentative. Je ne crois pas à la démocratie directe totale, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire des lois uniquement sur la base des sondages, des enquêtes d'opinion, et on ne va pas demander à chacun de se déterminer pour la collectivité. C'est important qu'il y ait des gens qui soient représentants, et c'est pour ça que je crois aux élections, et c'est pour ça qu'il m'arrive d'en perdre une, il m'arrive d'en gagner quand même, heureusement, et c'est pour ça que je me présente, et c'est pour ça qu'avec mes collègues, quelles que soient leurs opinions politiques, on a cette volonté de parler au nom du collectif pour agir dans le sens de l'intérêt général. Et moi, je suis convaincu, je ne dirais pas que ma conviction elle est répandue partout, y compris dans mon propre camp, je suis convaincu qu'il faut mettre plus de démocratie directe dans la façon dont on conçoit la politique aujourd'hui. Je vous ai dit que les Français se désintéressaient de la politique. C'est pas si vrai que ça. Parce que si vous êtes nombreux un vendredi soir, c'est que la politique vous intéresse. À la machine à café, dans les repas de famille, bientôt ce sera Noël, vous allez forcément parler de politique. Il n'y a pas un autre pays que la France où il y a autant d'invités de politique dans les émissions, à la radio, à la télévision. On aime la politique, on est puissamment politique. Et j'ai une autre conviction, c'est que les Français ont envie d'être utiles. Utiles. Ils veulent être acteurs de leur vie. Et ils veulent pouvoir participer activement au choix. Alors on essaye. Dans le passé, on a souvent déçu. Moi, je comprends que des Français qui se déplacent pour un référendum, par exemple sur la question européenne, qui sont majoritaires à dire non à un traité, ils soient déçus quand finalement on s'assoit sur la décision qui a été prise et on fait comme on avait dit. Même si j'étais en faveur du traité. Je comprends qu'on puisse être déçu quand on fait partie des 2 millions de Français qui ont participé activement en formulant des propositions au grand débat national et qu'on n'a pas l'impression de trouver ces petits derrière. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand on essaye, c'est qu'on est en train d'innover. Le grand débat national, c'était la première et la plus grande innovation mondiale en matière de démocratie participative. Il n'y a pas un autre pays qui a réuni 2 millions de contributions. Les conseils de la refondation, les CNR, qui permettent dans les territoires de réunir les gens pour parler de l'avenir de l'école, de parler de l'avenir du système de santé. Ce sont des mécanismes de démocratie directe et participative qui sont des innovations. Les conventions citoyennes. Alors moi j'entends tout le temps que la convention citoyenne sur le climat, qui était la première du genre, j'entends, et peut-être que certains parmi vous me diront vous n'avez pas respecté, ça n'a servi à rien, etc. Alors attention, parce que la convention citoyenne pour le climat, celle qui nous a dit de faire les fameuses ZFE, les zones à faible énergie, qui fait qu'il n'y a plus de vieilles voitures qui vont rentrer dans les villes, c'est pas rien. C'est la Convention pour le climat qui nous a dit de mettre en place le ZAN, le zéro artificialisation nette des sols. Quand vous interrogez les élus locaux aujourd'hui, ils vont vous dire que c'est une vraie révolution. C'est la Convention pour le climat qui fait qu'il n'y a plus de plastique à usage unique aujourd'hui, vous l'avez constaté autour de vous. C'est la Convention pour le climat qui nous a dit qu'on ne devait plus vendre de voitures thermiques à partir de 2032, ce sera le cas. C'est la Convention pour le climat qui nous a dit que dans 3 ans, on n'aurait plus le droit de mettre en location des appartements qui sont des passoires thermiques, ce qui veut dire que nous, on va se retrouver avec 2 millions d'appartements qui ne sont pas encore rénovés et qu'on ne pourra plus mettre en location alors que les gens cherchent des logements. Et je ne vais pas vous faire tout l'article, mais il y a beaucoup de choses qui ont été déterminées par cette Convention climat. Et l'autre Convention citoyenne, encore une innovation, c'était sur la fin de vie. 185 Français, une petite France qui s'est rassemblée pendant 6 mois, qui a travaillé sur la question de la fin de vie, qui nous a fait des propositions, et nous, on va le transformer en loi. Donc ça veut dire que ça a été utile.
Est-ce qu'on s'arrête là? Moi non, je considère qu'on doit aller encore plus loin. D'abord pour parler notamment à la jeunesse et vous permettre d'être utile, on a lancé avec mon équipe une application, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui s'appelle Agora, qui est sur toutes les plateformes, vous pouvez télécharger. On a plus de 15 000 étudiants qui l'ont téléchargé, plus de 80 000 Français qui l'utilisent en un mois, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Où on consulte chaque semaine. Cette semaine, on a lancé une consultation sur le handicap. On va en lancer une bientôt sur les indépendants, on en a lancé sur le climat. Et on permet aussi aux Français d'interpeller directement le gouvernement en posant des questions citoyennes auxquelles on répond en vidéo chaque semaine. Et vous pouvez liker les questions qui vous plaisent, vous pouvez décider lesquelles seront posées, vous pouvez déterminer si la qualité de la réponse vous convient ou non. Bref, on fait un truc très interactif. On est les premiers au monde à le faire. Après, moi, je suis très favorable à ce qu'on fasse davantage de référendum. J'ai proposé le préférendum, même, qui serait une innovation qui permettrait aux Français de se déterminer sur plusieurs questions qui les préoccupent, etc. Et l'autre façon de faire la démocratie directe, c'est d'aller à votre rencontre, c'est de ne pas être trop bavard dans l'introduction, pour laisser du temps aux questions-réponses, et que vous puissiez vous m'interpeller pour me dire quelle est votre conception de l'évolution de la démocratie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent en colère? On va tous dire ce soir, il n'y a aucun problème, je suis venu en connaissance de cause. Quelles sont les propositions que vous pourriez faire pour la démocratie? Est-ce que vous-même, vous vous sentez aujourd'hui davantage représenté par des élus, par des journalistes, par des influenceurs, ou par des associations, que sais-je? Comment est-ce que vous envisagez les choses? Qu'est-ce qui vous permettrait de retrouver de la confiance dans vos institutions et dans ceux qui la portent? Tout à l'heure, dans le propos qui a été fait de moi, tout est vrai. C'est vrai que je suis un gamin je suis né à Gières, j'étais conseiller municipal enfant à l'âge de 11 ans. J'ai déchiré ma carte de conseiller municipal au bout d'un mois parce que j'estimais qu'on n'était pas suffisamment traité, donc j'étais sans doute un peu un emmerdeur quand j'étais gamin. J'ai été syndicaliste étudiant, j'ai mené une manif, on était 15 000 à Paris, j'ai fait mon premier plateau de télé tellement angoissé que j'ai bu du whisky et mangé un anxiolytique avant de monter sur le plateau. Si vous regardez les vidéos, le blafard, on le fait tomber. J'avais la trouille de parler en public, même quand j'ai passé ma thèse de médecine. Je voulais pas de public, et puis je me suis retrouvé un jour député quasiment par accident, et il a bien fallu y aller, et puis on arrive à vaincre ses peurs, et quand on croit en ce qu'on fait, et puis on peut se laisser parfois porter. Et puis ensuite, une succession de choses qui ont fait que je me retrouve aujourd'hui devant vous comme ministre grenoblois, et je me sens très proche de vous. Un, parce que je me sens pas vieux, que les études sont pas si loin. Deux, parce qu'on partage le même territoire et sans doute une forme d'histoire en commun. Et donc je me dis que ce que vous allez me dire, et les messages que vous allez me porter, sont les messages que j'aurais peut-être portés à votre place il y a 20 ans si on m'avait donné l'occasion de le faire. Donc c'est la raison pour laquelle je remercie énormément l'association du PBE de m'avoir proposé de venir ce soir, et la raison pour laquelle j'espère qu'on aura des échanges dynamiques et engagés. Merci à tous. Ce chef en débat, pardon, chef en débat. Merci Monsieur Véran pour cette prise de parole. On va directement passer à la séance de questions-réponses avec le modérateur. Ensuite, on va laisser un temps pour notre cher public pour poser ses questions. On va commencer par directement parler de votre nouveau métier. Vous l'avez dit vous-même, c'est inédit dans l'histoire de la France. Monsieur le ministre, vous avez été neurologue, conseiller régional, ministre des Solidarités et de la Santé en plein Covid. Aujourd'hui, vous êtes à la fois porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du renouveau démocratique. J'aimerais qu'on s'attarde sur votre dernier poste. En effet, comment conjuguez-vous vos différentes expériences au sein de votre nouveau rôle au gouvernement, à savoir le renouveau démocratique? Quand je suis devenu député, j'ai continué un peu mes consultations à l'hôpital de Grenoble, au CHU. Et je me souviens d'un jour où une patiente que je suivais depuis 2-3 ans, à la fin d'une consultation, elle avait appris que j'étais député. Elle vient me voir, elle m'a dit: écoutez, je me permets, docteur, vous étiez si sympa, pourquoi vous êtes en politique? Cette phrase, elle dit beaucoup de choses. Et en fait, j'ai l'impression des fois que pour les gens, quand vous décidez de porter un mandat, de vous inscrire en politique, vous faites partie d'une espèce de caste mi-aliène, mi-détestable, et que en fait, vous avez changé. En fait, j'ai toujours des convictions et des idées. Et j'ai des divergences. Il était question de mon collègue Gérald Darmanin, j'ai des divergences avec lui, elles sont nombreuses. Ce qui m'intéresse dans le climat politique actuel, c'est la notion de dépassement, c'est-à-dire qu'on soit capable de travailler ensemble, d'acter des points de désaccord, mais d'essayer de trouver des chemins de consensus pour faire le bien commun et servir l'intérêt général.
Mais c'est vrai qu'on est un peu déshumanisé quand on devient élu. Je ne fais pas la psychanalyse devant vous là aujourd'hui, mais quand je fais des courses, et je fais des courses le week-end, peut-être certains me croiseront avec mes enfants à Grenoble, au Grenoble, parce qu'il faut bien que je mange, en fait, et figurez-vous que je mange et que je fais des courses. Et je vois des gens qui me regardent en disant, mais où sont les caméras? Je ne comprends pas. Bah, c'est pour les caméras que vous faites ça. Non, 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 on a une vie normale. Après vous, je retrouverai mes enfants qui m'attendront, la nounou m'engueulera parce que je serai sans doute un peu en retard, et j'irai voir les copains, etc. Donc, on a une vie qui est complètement normale, sauf que la mission qu'on occupe au quotidien n'est pas une mission qui consiste à travailler dans une entreprise ou dans un service public, mais une mission qui consiste à travailler, à servir le public en général et de prendre, c'est vrai, des décisions qui peuvent être importantes. Alors moi, on m'a confié le rôle de porte-parole, parce que ça a été dit, pendant le Covid, j'ai parlé à 60 millions de Français. Et que donc, ça me permet d'avoir une notoriété qui fait que la parole que je peux porter a plus de chances d'être écoutée que si on la confie à quelqu'un qui n'est pas connu. Mais je ne me destinais pas du tout à la fonction de porte-parole, et je ne ferai pas ça toute ma vie. D'ailleurs, je ne ferai pas de la politique toute ma vie. Moi, je pense que, comme beaucoup d'entre vous, vous êtes aujourd'hui dans une génération qui, lorsqu'elle s'inscrit dans un parcours, dans une profession, envisage sans doute un certain turnover. Vous allez faire 4 ans, 5 ans dans une entreprise et peut-être que vous allez bouger derrière et ce ne sera pas grave parce qu'on est là pour changer les choses et changer notre façon de conduire nos vies. Donc aujourd'hui, je suis en politique. Ce n'est pas un métier, c'est une mission qui m'a été confiée. Et pourquoi j'ai voulu rajouter la question démocratique à mon portefeuille que j'ai bien chargé de porte-parole? Parce que pour moi, la démocratie, elle est malade. Et qu'en fait, je me suis inscrit en vérité en politique parce que j'ai une croyance profonde dans le respect des divergences des opinions, mais une conviction profonde, c'est que les extrêmes sont dangereuses pour notre démocratie et pour notre République. Je peux parfaitement comprendre que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Je suis issu d'une famille, je suis sûr qu'il y en a beaucoup comme la mienne ici, où on parle politique à table. Ma mère a toujours voté plutôt à droite, mon père avec les brocardiens a toujours voté à gauche. Je les ai vus m'emmener voter le dimanche en disant « Tu viens avec ton père, on va s'annuler ». Parce que chacun votait pour un candidat opposé. Pourtant, ils sont mariés depuis plus de 50 ans, et puis on arrivait à parler de politique et à débattre. On arrivait à se dire qu'on n'était pas d'accord les uns avec les autres. Pareil avec mes frères et sœurs. Parfois, il en ressortait du consensus, mais on quittait tous ces discussions enrichies de l'opinion des autres. Là où aujourd'hui, vous avez une montée très forte des populismes, qui n'est pas qu'en France. C'est l'extrême droite qui vient de gagner aux Pays-Bas, l'extrême droite qui vient de gagner en Argentine. Elle peut prendre différentes formes, elle peut vendre plusieurs discours, elle peut se parer de beaux atours pour vous expliquer qu'elle a changé, mais elle reste profondément ce qu'elle a toujours été, un parti populiste qui, une fois qu'il a acquis le pouvoir, fait bien ce qui lui change. Et moi, je conteste cette idée qu'il y aurait l'inéluctable ascension des extrêmes dans notre pays, et que les partis démocratiques, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre, seraient voués forcément à échouer. Je n'y crois pas, profondément. Et quand je regarde les enquêtes d'opinion et que je vois que, mis bout à bout, le vote des jeunes se tourne majoritairement vers des partis qui sont plutôt aux extrêmes, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, je me dis, on a raté quelque chose, collectivement, depuis 10, 20 ou 30 ans. Et pas qu'en France. Des fois, on me dit, c'est vous qui avez fait monter le RN ou attendez les amis, on n'est pas responsable de la victoire de l'extrême droite aux Pays-Bas. L'extrême droite qui est au bord du pouvoir en Suède, au Portugal, qui vient de gagner dans beaucoup d'endroits. Et une espèce de désenchantement démocratique, quels que soient d'ailleurs les systèmes constitutionnels qui sont en place. Ce qui veut dire que c'est sans doute pas non plus notre système constitutionnel qui est à critiquer et à revisiter. Et ça veut dire que l'impact de la mondialisation, ça veut dire que l'isolement, ça veut dire que l'avènement de l'Internet, les changements des relations sociales portées par les réseaux sociaux, tout ça entraîne un rapport à la démocratie et aux institutions qui peut être différent et qu'il nous faut revoir. Et moi, je pense que la meilleure façon de le revoir, c'est de le revoir avec les personnes qui aujourd'hui souhaitent que ça change. Monsieur Véran, le géopolitologue Zaki Laïti expliquait dans son ouvrage La norme sans la force qu'à défaut de chercher à être des leaders militaires ou politiques, la France et l'Union européenne cherchaient davantage à être des puissances normatives, c'est-à-dire des leaders moraux, tant sur le plan des droits de l'homme que de la démocratie. Seulement, en 2022, le classement fait par The Economist des pays par indice de démocratie paraît, et la France est 22e sur 167, c'est-à-dire pas dans le top 10%. Comment l'expliquez-vous et comment rendre notre démocratie plus efficace? On est une démocratie libérale qui s'oppose aux démocraties illibérales telles qu'on en trouve désormais en Europe. C'était le cas en Hongrie, c'était le cas en Pologne jusqu'à il y a peu de temps, et c'est désormais le cas aux Pays-Bas. L'Italie est à discuter. On est une démocratie libérale parce qu'on a un système politique et des institutions qui sont organisées comme telles.
Alors après, quelle est la place qu'on laisse aux citoyens dans les processus de décision? Quelle est la manière qu'on a de les consulter et de les associer aux décisions de politique publique? C'est ça qui m'intéresse. Quand je regarde chez nos voisins helvètes, ils ne sont pas très loin, les Suisses. Les Suisses, ils ont un système de votation citoyenne. Je ne sais pas si vous connaissez le système, mais très régulièrement, ils sont invités, ils ont un formulaire, et ils vont cocher, on leur pose des questions, ils répondent en oui, non, pour ou contre, et donc ils participent très directement à des décisions qui peuvent être aussi bien du niveau local que d'impact national. Alors je suis allé voir parce que ça m'intéressait. Moi je me dis, est-ce qu'on pourrait installer un système comme ça en France? On peut porter des critiques sur le système, notamment le fait qu'en général, c'est le camp qui a mis le plus d'argent dans la campagne qui l'emporte, ce qui est quand même une limite du système. Et moi je trouve que c'est intéressant, encore une fois, de permettre aux gens de directement s'impliquer, de donner un avis, que ce soit suivi des faits. En fait, la pire des choses, c'est de demander un avis aux Français et de ne pas le suivre ou de ne pas revenir vers eux pour leur dire voilà pourquoi est-ce qu'on est d'accord avec vous, voilà pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec vous, et voilà en quoi votre parole est capable de changer les choses. Donc moi je pense que c'est ça qui doit nous permettre de moderniser notre démocratie. Mais je le dis en sincérité, je n'ai pas toujours été convaincu de ça. Et moi j'ai plutôt suivi un parcours d'élu local, élu national, etc. Et beaucoup de mes collègues élus nationaux ne sont pas d'accord avec moi. Et moi je plaide pour ça. Je vais bien vous dire, mon rêve aurait été que pour la Convention citoyenne sur la fin de vie, on panache, on mélange des citoyens avec des parlementaires et qu'on les fasse travailler ensemble. Les Belges font ça. Je suis allé voir le système à Bruxelles, au Parlement bruxellois, c'est vachement intéressant. Ils mettent des élus et des citoyens ensemble et qui sont capables en fait de s'instruire, de s'informer mutuellement et ils arrivent à trouver des chemins de consensus. L'Irlande aussi, le plus bel exemple de démocratie réussie, c'est l'Irlande. L'Irlande n'arrivait pas à statuer sur la question du mariage homosexuel, n'arrivait pas à statuer sur la question de l'avortement et sur la question, je crois, d'autres questions sociétales. C'est une société qui se fracturait dès qu'ils abordaient la question. Ils ont dit plutôt que d'avoir un projet de loi au Parlement et d'entraîner des fractures avec... Les fractures s'accompagnent généralement de discours qui font mal aux victimes et aux gens qui sont visés. J'ai voté la loi mariage pour tous et j'ai honte de la manière dont certains discours ont pu faire du mal à la communauté homosexuelle à l'époque, qui se sont sentis insultés et ostracisés, et je ne veux pas qu'on fasse revivre ça à d'autres catégories de population. Donc, pour apaiser les choses, les Irlandais se sont dit on va d'abord confier à une convention citoyenne le soin de trancher en oui ou non. Donc, un exemple, un extrait représentatif de la population irlandaise. Ils ont voté à 65% oui. Oui au mariage gay, oui à l'IVG. Bon. Derrière, ils se sont dit, on va conforter le modèle, on va faire un référendum. Eh bien, parce qu'il y avait eu cette convention citoyenne, et parce qu'elle était représentative de la population, les Irlandais ont voté à 65% oui aux deux questions. Et lorsqu'ils ont voulu transformer cela en faisant un projet de loi au Parlement, eh bien, il y a eu 2/3 des parlementaires qui ont dit oui. Et ça a été un débat beaucoup plus apaisé. Donc moi, je pense qu'on doit instruire en fait, la décision politique publique sur des sujets difficiles par la consultation citoyenne préalable. Et quand on regarde de près, les Français sont très favorables aujourd'hui à voter par référendum, plus de 80%, tout l'électorat confondu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne veulent pas le faire forcément sur toutes les questions. Ils veulent pouvoir être consultés par référendum sur des questions dont ils sentent ils perçoivent qu'elles sont complexes, très complexes, et ils considèrent que le référendum, c'est aussi un moyen de simplifier le débat. Parce qu'à la fin, un référendum, vous devez répondre oui ou non. Donc nous, ça veut dire qu'on doit être en mesure de pouvoir recueillir un avis simple et trancher oui ou non. Et donc on doit simplifier les termes du débat, ce qui permet aussi de baisser le niveau de tension. Merci pour votre réponse, M. Véran. J'aimerais qu'on vienne sur un autre sujet d'actualité qui a marqué la France cette dernière année. Vous avez expliqué lors de votre présentation à quel point il est important pour vous et le gouvernement de rétablir un lien de confiance entre citoyens et État, et notamment les jeunes. Seulement, cette année a été marquée par une réforme qu'on ne peut ignorer, la réforme des retraites, qui a été très critiquée par la voix des Français, par le biais de manifestations, ou bien par des représentants à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce lien entre citoyens et élus que vous avez évoqué a été mis de côté au moment de prendre la décision de forcer le passage de cette loi via l'article 49.3 de la Constitution? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, comme par exemple le référendum d'initiative partagée? Alors d'abord, les conditions du RIP n'ont jamais pu être remplies sur la question de la réforme des retraites. C'est parce qu'on ne peut pas, le RIP a été construit de manière à ce qu'il ne soit jamais utilisable. C'est dire des choses, hein. Il faut 5 millions de Français qui signent et 20% des parlementaires. Les 20% des parlementaires, vous pouvez les trouver sur la réforme des retraites. Les 5 millions, à l'évidence, les signatures n'ont pas été réunies. C'est pour ça que le président la propose, on simplifie le recours au RIP en réunissant seulement 1 million de signatures, ce qui est beaucoup plus accessible, et 10% des parlementaires. Ce qui est dommage, c'est que les partis en présence, c'était aux rencontres de samedi la semaine dernière,
on dit non. C'est quand même assez intéressant. Je ne suis pas là pour faire de la politique partisane. Hein. Je relève avec vous que là où des partis politiques râlent en permanence parce que le rythme n'est pas accessible, ils ne sont pas venus où on dit non, une fois à la table du président, quand il leur a proposé de répondre à cette demande. Sur la question des retraites, je ne vais pas revenir sur le fond si vous en êtes d'accord, parce que sinon on en a pour longtemps, et qu'on ne se mettra sans doute pas d'accord là-dessus. Moi, je comprends parfaitement les critiques à travers la question que vous me posez. Et je comprends parfaitement que... Moi, en fait, je dis souvent qu'il y a un bon et un mauvais 49.3. C'est comme les chasseurs. C'est peut-être un peu plus. Le préfet, il est là. Le bon 49.3, c'est les Français ne sont pas d'accord parce qu'on utilise le 49.3 pour passer un texte, parce qu'ils n'aiment pas ça. Le parlementaire que j'ai été n'aime pas ça non plus, et le ministre que je suis n'aime pas ça non plus, je vous rassure. Mais sur le fond, où les gens sont plutôt d'accord avec le texte, ou se disent effectivement il n'y a pas trop le choix. Par exemple, sur un budget, chacun a compris que si on n'a pas de budget voté avant le 31 décembre, il n'y a plus de lumière dans votre amphi. Donc ça, chacun a compris qu'il fallait bien qu'on ait un budget et que c'est le jeu des oppositions que de ne pas voter un budget, et donc il faut un 49.3. Ok, ça vous me suivez? Plutôt le bon 49.3. Le mauvais 49.3, c'est quand les gens ne sont pas d'accord sur la forme, c'est-à-dire le recours au 49.3, et ils ne sont pas d'accord sur le fond, c'est-à-dire la réforme des retraites. Et là, effectivement, c'est des situations qui créent des tensions sociales beaucoup plus importantes. Donc on pourrait discuter de est-ce qu'il y avait d'autres chemins à utiliser pour pouvoir adopter cette réforme des retraites. Je vous ai dit en intro que je croyais en la démocratie représentative, même si je veux mettre de la démocratie directe. La démocratie représentative, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des élus qui ont été portés au pouvoir, démocratiquement, ils sont en charge de prendre des décisions, même quand elles ne sont pas populaires. Je comprends parfaitement, encore une fois, qu'on puisse discuter, qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire, etc., etc. Je vous dis juste que quand on regardait dans les enquêtes d'opinion, si on avait les 3/4 des Français qui étaient contre cette réforme, on avait les 3/4 des Français qui étaient contre les alternatives à la réforme, et à la fin des fins, il y avait les 3/4 des Français qui considéraient qu'il fallait une réforme. Donc c'était très compliqué de se mettre d'accord. Peut-être qu'on refera, les historiens, les sociologues referont le match et diront on aurait dû faire les choses différemment. Encore une fois, je comprends que ça laisse un goût amer et que le recours en 49.3 ait pu accentuer l'amertume de ce goût après une mobilisation, c'est vrai, important de la population française. Merci pour la réponse. Dernièrement, vous avez lancé l'application Agora. Cette application permet de créer un lien et un espace de dialogue entre les citoyens et le gouvernement via des consultations sur des sujets d'actualité ou encore un espace de questions-réponses où des membres du gouvernement répondent directement aux questions des citoyens. Est-ce que cette application vous permet de mieux cerner les préoccupations des Français et est-ce qu'elle pourrait avoir un réel poids au niveau des décisions gouvernementales? D'abord, on utilise du numérique sur vos smartphones, je ne sais pas combien vous avez d'applis, moi je dois en avoir une vingtaine. Le jeu pour me détendre en bagnole, mais Deliveroo quand j'ai vraiment très tard, ou d'autres applis, on note les hôtels, les restos, on utilise le smartphone pour tout. Et pourquoi on ne pourrait pas utiliser le numérique pour la démocratie? Il faut se poser la question. C'est le pari qu'on a fait. D'abord, je me suis entouré dans mon équipe au cabinet de gens qui sont de votre génération. Je crois que je suis pour la première fois dans l'histoire de la 5e, j'ai recruté comme directeur de cabinet adjoint un jeune de 23 ans. Il est DIRCAB adjoint au journal officiel. Et lui, il avait monté une appli que vous avez peut-être connue pendant les présidentielles qui s'appelait Élise. Ouais, vous voyez, oui. Ouais, vous le connaissez parce qu'il y a eu 3 millions de téléchargements. Il avait appelé ça le Tinder de la politique. Vous scrollez pour choisir votre candidat, etc. Bon, et moi, je l'ai embauché, je lui ai dit, écoute, ce que tu as fait là dans le cadre de l'élection, je veux qu'on puisse le faire avec une appli gratuite, disponible sur toutes les plateformes, et qui permet d'interroger les Français et de créer cette espèce de dynamique de consultation sur des thématiques d'intérêt pour les gens, et que nous, ça nous serve en fait pour prendre des décisions. Et c'est vraiment la seule demande que j'ai portée auprès de mes collègues ministres. Il y a plus de la moitié du gouvernement qui est déjà intervenu en 1 mois et demi sur l'appli, ce qui veut dire qu'on est en train de créer cette dynamique auprès des autres ministres de la consultation, de la démocratie participative. Et par contre, nous, ce qu'on prend comme engagement, c'est que ça serve, c'est que ce soit utile. Alors moi je me dis, quand on va bientôt atteindre les 100 000 téléchargements, quand on aura une puissance plus importante, plus élevée que celle-ci, quand on aura une puissance suffisante pour gommer les biais de certaines parfois communautés qui s'inscrivent pour porter telle ou telle cause, c'est tout à fait leur droit. Imaginons qu'on arrive à 1 million, 2 millions de Français qui soient les agoranautes. À partir de là, on va pouvoir commencer aussi à utiliser l'appli pour poser des questions, y compris en dehors du champ des projets de loi en cours, sur des questions qui animent la société, qui animent les repas de famille et pour lesquelles
on n'a pas forcément d'idées complètement arrêtées. Sur des grandes questions de société, par exemple, vous voyez venir, qui permettrait une mobilisation des gens pour nous dire en fait on veut ça, ou au contraire on ne veut pas ça. Donc moi je crois énormément à cet outil numérique, c'est pas la taille d'oméga de ce qu'on fait, mais je crois que c'est utile, j'en suis même convaincu, et on a plus de 200 000 questions citoyennes soutenues plus de 200 000 soutiens des questions citoyennes en 1 mois et demi sur l'appli, et chaque semaine on répond à la question qui est la plus likée, donc on a vraiment aussi utilisé ces codes des applications numériques d'aujourd'hui. Il y en a qui l'ont Agora sur leur téléphone là? Ouais, pas beaucoup. Bon, eh ben, regardez, de toute façon, vous pouvez l'enlever, ça vous plaît pas. Ça coûte que dalle. Regardez, vous verrez, il y a des consultations qui vous intéressent, je suis sûr. Parce que vous allez me parler de climat tout à l'heure. En fait, nous, on vous a posé des questions avec des questionnaires sur la transition énergétique, sur la sobriété énergétique, etc. Regardez. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur les dernières élections présidentielles. Après les élections présidentielles, il y a eu un sondage d'Ipsos qui est sorti et qui disait que plus de 40% des jeunes de 18 à 34 ans s'étaient abstenus de voter. Comment expliquez-vous que presque la moitié des jeunes ont décidé d'abandonner un processus fondamentalement démocratique, à savoir le vote? Alors, parce que je me suis posé la même question que vous, je suis allé dans pas mal d'endroits de la France, des villes ou la ruralité. En général, je demande aux maires qui m'accueillent de repérer sur les fichiers d'émargement, vous savez, là où vous signez quand vous allez voter, des gens qui votent jamais, et notamment des jeunes, et de leur proposer de venir me rencontrer dans des salles des fêtes, des PMU, des restos, des salles municipales. Et en fait, je pose la question aux personnes qui viennent, et généralement une trentaine, une quarantaine, on fait ça sans médias, sans rien, mais juste pour comprendre. Première question que je leur pose, c'est qu'est-ce que vous foutez là? Mais comment ça? Vous ne votez pas, et pourtant vous venez discuter de démocratie avec un ministre. D'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous qui ne votent pas, et je pourrais vous poser la même question. Et j'essaie de comprendre, je leur dis, mais qu'est-ce qui fait que vous ne votez pas? Alors c'est intéressant parce que, d'abord, il y a des causes mécaniques à l'abstention. C'est l'étudiant de Gênes, qui est né et qui a grandi à Bordeaux, mais qui est venu à Gênes parce que c'est quand même la meilleure école de France, et qui a juste oublié de s'inscrire à Grenoble sur les fichiers électoraux. Et c'est dimanche, en fait, il ne peut pas voter. Ça s'appelle la mal-inscription. Ça concerne 6 à 8 millions d'électeurs. Je ne sais pas si vous voyez, 6 à 8 millions d'électeurs, ça peut être 15 à 20% de points d'abstention mécanique qui fait déjà que les gens ne peuvent pas les voter. Donc là, j'ai proposé un plan de lutte contre l'abstention où quand vous déménagez, vous prenez un appart, vous aurez des alertes sur votre téléphone pour vous dire est-ce que vous voulez changer votre bureau de vote pour pouvoir voter là où vous faites vos études. Ça, c'est la cause mécanique. Ensuite, il y a beaucoup de jeunes que je vois qui me disent en fait, j'ai pas appris. C'est-à-dire, j'ai pas appris à voter. Je sais pas. Alors là, j'ai découvert qu'il y avait eu au collège, au lycée, qu'on appelle l'EMC, voilà, qui fait toujours marrer tout le monde, en général. Et en général, il y a la discipline qui a été confiée au prof d'histoire géo, parce qu'il fait de l'histoire géo, et qu'il n'aura pas de temps de faire parce qu'on est en retard sur la géographie du Brésil, mais vous verrez ça plus tard. Et surtout qu'il n'y a pas de support pédagogique, et surtout j'ai vu quelques cours de MC, il y en a qui sont très bien faits. Mais en fait, comment est-ce qu'on apprend à des jeunes à s'intéresser aux questions démocratiques? On leur apprend à débattre. On leur apprend à débattre. Ce qui compte, c'est pas d'apprendre le nombre de députés à l'Assemblée nationale. D'abord, ça change tout le temps, puis ensuite on s'en fout. On ne va pas mettre dans la tête des gamins quelles sont les fonctions de la région qui s'occupe des lycées alors que les départements s'occupent des collèges. Ça aussi, ça change et on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir l'esprit critique. Ce que fait très bien la philo, par exemple. Mais l'esprit critique en démocratie, c'est quoi? Être capable de confronter ses idées aux idées des autres, d'en débattre et d'en discuter dans le respect. Donc moi, je me suis livré à des expériences. Je fais venir maintenant des collégiens des fois au ministère et je leur pose 3 questions. Le vote à 16 ans, pour ou contre? Le vote obligatoire, pour ou contre? Et le vote par Internet, pour ou contre? Et je répartis les collégiens dans des groupes, quelle que soit leur idée de départ, et je leur propose de débattre de ça, de défendre la thèse qu'ils doivent défendre devant tout le groupe. Ils adorent, et les gamins, ils s'éclairent, ils s'éveillent. C'est ça l'éveil à la démocratie, c'est l'apprentissage du débat. On parle souvent du classement PISA pour pointer du doigt la place de la France dans les maths, l'anglais ou autre. Et dans les annexes du classement PISA, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que quand on pose une question à des enfants, à des ados de 15 ans, est-ce que vous avez appris à travailler en commun avec les autres? Il y a 56% des ados français qui répondent non. C'est 20% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Donc c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de revoir. Donc il y a cette question de l'EMC, il faut tout transformer du sol au plafond, et c'est en cours.
Et puis ensuite, il faut qu'on puisse sans doute aussi moderniser la manière de faire de la propagande électorale. On ne peut pas rester à côté encore une fois, des outils numériques quand les outils numériques sont utilisables pour tout. On peut penser ce qu'on veut du vote par Internet. Enfin, moi, je considère qu'à partir du moment où on paye nos impôts sur Internet, c'est qu'on a atteint un niveau de sécurité optimal. Parce que sinon, l'État ne vous laisserait pas payer les impôts par Internet. Donc je pense qu'on peut aller vers ça. Encore une fois, ça fait partie des solutions. Puis à nous d'être meilleurs aussi, de proposer des choses qui parlent davantage sans doute aux jeunes. Et en gros, il y a toujours une bonne raison de ne pas aller voter. Mais des bonnes raisons d'aller voter. Je pense que si vous posez la question aux Polonais, qui ont réussi à mobiliser les jeunes la dernière fois pour chasser l'extrême droite, eux, ils vous expliqueront que les raisons, vous les avez au fond ici. Il faut avoir. Merci, M. Véran. Les prochaines élections présidentielles sont en 2027. Comment imaginez-vous le paysage politique à ce moment donné? Et que retiendra-t-on, selon vous, du mandat des gouvernements successifs de M. Macron? Voilà, c'est la question sympa ou c'est la question piège? Non, mais des fois, moi, dans ma semaine, en fait, je vois beaucoup de journalistes. Trop. Et je fais des têches presse, des off, etc. Et ils posent tous la même question. Ce sera qui va représenter la France en 2027? J'en dis, les amis, c'est dans 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi en France, on était dans les gilets jaunes. On n'avait pas eu le Covid. On n'avait pas eu l'inflation. On n'avait pas eu l'Ukraine. On n'avait pas eu Israël. Alors, si vous me demandez quel sera l'état de la France, et donc quel sera le contexte dans lequel les Français seront amenés à voter dans 3 ans et demi, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais juste une chose, c'est que j'ai une conviction, c'est que je ne veux pas d'extrême au pouvoir. Et je crois vraiment aux instances républicaines. Qu'est-ce qu'on laisse? Nous, on s'est engagé à faire réduire le chômage. Moi, quand j'avais votre âge, le taux de chômage il était entre 12 et 13% dans la population générale. Aujourd'hui, il est à 7%. À Grenoble, on est au plein emploi, on est en dessous de 5% de chômage depuis un certain nombre d'années. Donc la peur du chômage de masse, vous ne la connaîtrez pas comme ma génération l'a connue. Ça, c'est quelque chose qui est efficace et qu'on peut rendre, on peut le mettre au bilan d'Emmanuel Macron. Ensuite, quand j'ai commencé en politique, j'étais député socialiste sous Hollande, j'entendais tout le temps qu'il y avait trop d'impôts, on a baissé les impôts. Alors on me dit encore qu'il y a trop d'impôts, mais on les a baissés et on a en plus arrêté de les augmenter. Mais le véritable héritage, c'est sur le plan climatique. Et je sais que les gens doutent, et notamment la jeunesse. Vous savez, il y a 2 catégories de gens quand vous parlez du climat. Ceux qui disent arrêtez de m'emmerder, et ceux qui disent vous faites rien. J'entends ça à longueur de temps. Et parfois, j'entends les jeunes dire il ne faut pas que les vieux votent, parce que les vieux, ils ne votent pas pour la planète, alors que nous, on voterait pour la planète. Et moi, je leur dis vous avez tort. Toutes les grandes conquêtes sociales et sociétales ont été obtenues lorsque les générations ont su s'unir. Et le rôle des jeunes, c'est plutôt d'aller convaincre leurs parents et leurs grands-parents qu'en fait, il faut qu'ils se bougent pour eux et pour les générations à venir. Ça, c'est vraiment, pour moi, fondamental. Et l'outil, l'engagement qu'on a pris de la neutralité carbone, c'est un engagement qui est très dur à tenir, mais qu'on va tenir, j'en ai la conviction, et qui va mettre la France sur des bons rails de ce point de vue-là. Ça, je pense que ce sera l'héritage politique, mais il faudra un peu de temps pour que les gens s'en rendent compte. On est toujours insatisfait dans ce pays, et tant mieux. Ma grand-mère râlait en permanence, mes parents râlaient en permanence, il m'arrive de râler parfois. Et je m'estime rarement satisfait. Mais je vous assure que les mesures que nous prenons, la planification écologique, on a les meilleurs ingénieurs au monde dans notre pays. La planification écologique, on l'a confiée aux meilleurs ingénieurs qu'on avait. Des centaines d'ingénieurs qui nous ont dit là, en agriculture, il faut faire ça, dans les transports, il faut faire ça, dans l'industrie, il faut faire ça. Et ces mesures-là, elles vont être dures, parce que certaines vont avoir un impact sur les gens. Vous prenez le tram, vous avez un vélo, la zone à faible émission, pour vous, c'est une évidence. Mais ce matin, j'ai vu un ouvrier qui bosse en BTP et qui a une vieille camionnette et il n'a pas d'argent pour s'acheter une camionnette complètement propre. C'est compliqué même avec les aides des collectivités. Et lui, il se sent insulté par la ZFE parce qu'il dit en fait, on veut m'empêcher de travailler dans la ville dans laquelle je travaille. Vous voyez, nous, c'est en permanence la recherche de ce chemin de crête qui permet d'être efficace, mais qui laisse personne sur le bord du chemin et qui laisse personne sur le carreau. Merci pour votre réponse, M. Véran. Je vais vous poser une dernière question avant de laisser la main au public. Récemment, vous êtes lancé dans une tournée des écoles et des universités pour un peu consulter la vie des étudiants. J'aimerais vous demander, peut-être à ce jour, un mini bilan. Qu'est-ce que vous retenez de cette tournée pour l'instant? Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir? Si je n'étais pas optimiste, j'irais faire autre chose. Je suis par définition optimiste. Moi, j'adore l'activisme. Ça va vous surprendre, hein, mais j'adore l'activisme. Même l'activisme un peu excessif, etc. Quand il est bien orienté, quand il permet de faire bouger les choses.
Moi j'adore, j'ai aucun problème à ce qu'on m'engueule, etc. J'adore que les gens se mobilisent en fait pour les causes qui leur paraissent justes. Il faut que ce soit utile, il faut que ça puisse être perceptible, il ne faut pas non plus que ça lasse ou les gens se sentent agressés. Et j'aime ça, et je le trouve surtout chez les jeunes aujourd'hui, comme je le trouvais dans mon propre parcours auparavant, où j'étais d'une certaine manière activiste pour les causes qui m'étaient chères. Et j'ai pas envie, si vous voulez, aussi que les jeunes considèrent qu'on serait complètement déconnecté, que le pouvoir en place ne prendrait plus la jeunesse, etc., etc. Encore une fois, j'ai rien à vous vendre, je suis encore pas pour rien. Mais je viens parce que c'est enrichissant, parce que c'est intéressant. Et que derrière, je me rendrai compte, effectivement, de ce que les jeunes, la jeunesse m'ont dit, la manière dont on peut percevoir les choses, et peut-être la façon avec laquelle nous-mêmes, on doit adresser le public un peu plus jeune pour expliquer davantage le sens de la politique qu'on mène aujourd'hui. Merci. Avant de vous distribuer les micros, je vais vous demander, enfin celui ou celle qui pose la question, de bien se lever, de bien parler dans le micro, le mettre sous le menton pour que M. Véran puisse entendre votre question et vous voir. Également, M. Véran, je vais vous demander d'être concis dans vos réponses pour qu'un maximum d'étudiants puissent poser leurs questions. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Merci à vous déjà pour les déplacements. J'ai une petite question qui touche un petit peu, surtout votre ancienne carrière en tant que médecin, plus en rapport avec les déserts médicaux en France, qui prennent quand même une place de plus en plus importante et qui préoccupent une bonne partie de la société, également les jeunes. Je voulais avoir votre avis et votre opinion sur quelles sont les causes de ces déserts médicaux. Est-ce que vous pensez que c'est des causes qui sont plus structurelles? Et quelles sont les solutions que vous prenez et que vous aimeriez expliciter ici? Merci à vous. Je pourrais vous faire la réponse en 2 heures parce que j'étais mon mémoire de Sciences Po à Paris là-dessus, mais je vais vous faire la réponse courte. Je pense que l'une des pires décisions qui ait jamais été prise en politique publique dans notre pays, ça s'appelait le numerus clausus en médecine. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un économiste qui considérait que dans le domaine de la santé, où comme il y a quelqu'un qui prescrit les soins et qui est sachant, et il y a quelqu'un qui doit prescrire des soins et qui n'a pas à payer de sa poche puisque c'est solvabilisé par l'État, eh bien, plus il y avait de soignants, plus on allait consommer de soins, plus ça allait coûter cher. Vous me suivez? Et donc en 72, je crois, en 72, 74, 72, je crois, ils ont décidé d'arrêter de former les médecins en se disant que ça coûterait moins cher à la santé. Et en fait, en 70 en France, on formait 15 000 médecins par an. On était 15 millions de moins et on vivait 15 ans de moins. Quand j'ai fait médecine à Grenoble en 98, on était 3500 par an, France entière. France entière. Et donc, il a fallu 2018, et c'est moi qui avais convaincu Emmanuel Macron à l'époque, dans son programme, de supprimer le numerus clausus. Il y avait encore des gens à Paris qui disaient qu'il ne fallait pas y toucher. Et donc, on l'a supprimé. Donc là, on en forme 11 500. Mais il faut qu'on adapte les capacités de formation pour en former encore davantage après. Donc en fait, quand vous fermez le robinet, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau qui coule, quoi. Et donc, comme il y a suffisamment d'activités pour les médecins en ville, ils vont un peu moins dans les campagnes. Et tout ça participe aussi des enjeux d'aménagement du territoire. Donc on en forme beaucoup plus maintenant, 3 fois plus qu'en 98 quand j'ai passé le concours, mais il faut 10 ans pour former un médecin. L'autre raison, c'est qu'en France, on a un pays très corporatiste. Et donc la France est l'un des pays d'Europe dans lequel on considère qu'une infirmière ne doit pas faire autre chose que des soins infirmiers. Là où dans beaucoup de pays européens, les infirmières sont capables de faire beaucoup plus d'actes de soins. On est quand même un pays, pardon, mais quand j'étais neurologue à l'hôpital, en unité neurovasculaire, donc on traite les AVC, les accidents vasculaires cérébraux hyper vite, je poussais un malade à l'IRM avec une infirmière, on lisait l'IRM ensemble. Elle regardait l'IRM, elle disait à l'évidence qu'il va falloir qu'on fasse une thrombolyse. Je disais oui. Elle préparait les produits, etc. de thrombolyse. Elle posait le cathéter au patient. Moi, je validais le truc. Ensuite, elle surveillait le patient en lui faisant des examens neuro au cours de la nuit. Elle m'appelait au cours de la nuit pour me dire le patient s'est aggravé, il faut pousser le scanner, etc. D'accord? Mais si le patient avait mal à la tête et que j'avais oublié de prescrire dans le logiciel Doliprane en cas de douleur, elle était obligée de me réveiller pour que je lui dise oui, tu peux lui donner du Doliprane. Et la même infirmière, quand elle rentre à la maison le lendemain, qu'elle a fini sa garde, elle va voir son fils, lui dit maman, j'ai mal à la tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne un Doliprane. Donc c'est les incohérences de notre système qui est beaucoup trop figé. Donc pendant mon passage à la santé, j'ai essayé de casser un peu ces carcans
et de permettre à des soignants paramédicaux d'aller faire un master, pourquoi pas un doctorat, et d'être capable d'avoir davantage de missions. Donc notre système, à la fois, il a réduit le nombre de médecins, et à la fois, il a été incapable de se réformer et de donner un peu plus de responsabilité à des soignants qui, honnêtement, justifient pleinement ces responsabilités et en considèrent. Merci pour votre réponse. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci, j'aimerais pas de m'accorder la parole. Vous nous avez parlé d'un équilibre entre démocratie directe et démocratie représentative. Mais cet équilibre, est-ce qu'il n'existe déjà pas au sein de la Constitution de la Ve République, avec les deux procédures référendaires de l'article 11 et 89, qui ne sont plus utilisées depuis le président Chirac? Est-ce qu'au fond, ça n'est pas une défiance envers la souveraineté populaire et un manque de courage de la classe politique qui est la source de la crise démocratique actuelle? Oui, mais vous l'avez dit, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis favorable au référendum, au pré-référendum, etc. Il ne faut surtout pas donner le sentiment aux Français qu'on aurait peur de leur demander leur avis. Maintenant, il y a un fait, c'est qu'en France, on confond souvent référendum et plébiscite. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui vont se mobiliser pour ou contre la personne qui a posé la question. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur aux dirigeants, on peut le comprendre. Le RIP, il a un avantage politique pour celui qui gouverne. Vous permettez aux partis d'opposition de se prendre un vent de la part des Français en posant des questions pour lesquelles les Français pourraient voter non. Et d'ailleurs, si au moment de passer à l'acte des oppositions, finalement, on n'est pas hyper fan de l'idée de simplifier l'accès au RIP, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas vraiment envie de se confronter au risque du non de la part de la population. Et quand bien même, allez, imaginons on fait un référendum tous les 4 ou tous les 5 ans. Est-ce que ça change profondément la donne? Ben non. En fait, l'avis des Français, il faut le recueillir beaucoup plus fréquemment que ça. Alors, il y a des consultations citoyennes qui se mènent au niveau des collectivités, mais en fait, si on confie des rênes aux gens à l'échelle des collectivités, il faut leur donner un budget avec. Parce qu'en fait, l'argent est le nerf de la guerre. L'idée, c'est pas de savoir si on va financer un nichoir à chauve-souris pour lutter contre les insectes, ou si on va faire un pont pour les écureuils par-dessus l'autoroute. Enfin, je pense que c'est assez méprisant en fait pour les gens. Je pense que la vraie consultation citoyenne, c'est celle qui demande aux gens de se mettre en situation de déterminer par eux-mêmes et pour eux-mêmes sur des sujets de préoccupation majeure et ou des sujets qui ont un impact budgétaire. C'est ce cap-là, c'est ce pas-là qu'il faut qu'on soit capable de franchir. Donc on cherche, on tâtonne, convention citoyenne, en débat, CNR, expérimentation. L'expérimentation, moi j'y crois aussi beaucoup. Je me lâche un peu sur le truc, mais il y a beaucoup de débats qu'on a au niveau national et pour lesquels on est incapable de trancher. Parce qu'on se dit, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, des gens qui seront d'accord, et on ne fait pas évoluer la loi et on prend du retard ou pas. Je vous donne 2 exemples. Légalisation du cannabis. Posez le débat, c'est 50-50 dans l'opinion. Je donne un autre exemple, plutôt à droite cette fois-ci, la reconnaissance faciale. C'est 50-50 dans l'opinion. Entre ceux qui ont peur que ce soit un outil de répression, de réduction des libertés, et ceux qui disent que ce serait au contraire utile pour garantir la sécurité qui est la première des libertés. Et à force de ne pas débattre de ces sujets, on attend qu'un président élu dise « Ah ben moi je suis plutôt pour ou plutôt contre » et on sait à quelle sauce on sera mangé ou non. Est-ce qu'on ne serait pas capable, dans un pays comme la France, de se dire « Tiens, si on expérimentait à l'échelle d'une collectivité par exemple ?» Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on a des écoles de sciences sociales suffisamment matures pour évaluer sur 3 ou 4 ans l'impact d'une décision qu'on aurait prise localement? Est-ce que ce serait vraiment la fin du monde si on permettait à Nîmes d'expérimenter la dépénalisation du cannabis pendant 3 ans en regardant quelles sont les conséquences sur la sécurité publique, la santé des jeunes, la réussite scolaire, et j'en passe? Est-ce que ce serait la fin du monde si on permettait à Nice, à Estrosi, comme ils le souhaitent, d'expérimenter la reconnaissance faciale pendant 3 ans avec, encore une fois, une évaluation et voir quel est l'impact sur les libertés et la sécurité des gens? Pourquoi est-ce qu'on serait un pays tellement centralisateur qu'on ne serait pas capable de se déroger d'une partie de la responsabilité au niveau national pour expérimenter au niveau local? Donc j'y suis assez favorable. Donc vous voyez, dès lors je vous dis que je suis dans cette démarche d'expérimentation, forcément, je suis dans une démarche qui consiste à ne pas avoir peur de confier aux Français une partie des prises de décision. Il faut que les choses soient encadrées et évaluées.
Donc ça peut marcher, mais uniquement au niveau local, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je dis que si on a un débat, je connais le truc, vous savez, je me suis occupé, j'ai mis dans la loi au forceps les salles de consommation à moindre risque, en 2015. Et je me suis battu avec Darmanin pour le remettre dans la loi quand j'étais ministre de la Santé, il y a 2 ans. Il n'était pas d'accord, moi j'étais d'accord, etc. Les salles de consommation à moindre risque, les amis, ça fait 40 ans qu'il en existe autour de nous. Genève a expérimenté sa première salle au début des années 80. Il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre. Et toutes les études publiées montrent qu'en fait, on réduit l'insécurité dans les pourtours de la salle, on réduit les risques sanitaires pour les utilisateurs, on accompagne davantage les gens vers le sevrage, on réduit même le nombre d'IST parce qu'on apprend aux gens à se protéger quand ils ont des rapports sexuels. Bref, il n'y a pas un indicateur qui soit mauvais, et en définitive, pour 1 euro qu'on investit, il y a 5 euros qui sont économisés. Mais malgré ça, il aura fallu 40 ans pour qu'on le fasse dans le droit français, parce qu'on ne pouvait pas expérimenter une salle localement si on ne le mettait pas dans le droit commun. Donc je dis juste que la France est un système magnifique, démocratique, par bien des endroits, mais qui, parce qu'il est compliqué de lui permettre d'innover dans les territoires, nous fait prendre parfois du retard sur un certain nombre de décisions. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Déjà, merci de votre intervention. J'aimerais revenir sur la prochaine des échéances électorales qui sont les élections européennes. C'est une des élections pour lesquelles on vote le moins en France et j'aimerais vous poser une question à propos de ça. Pour nous, Français, je pense que l'image de l'Union européenne, c'est parfois l'image prêtée à confusion de gens qui ne sont pas compétents, d'apologues, je pense. Je pense au Sofagate, par exemple, qui ne donne pas spécialement une bonne image de l'Union européenne. Et qu'on soit pro-européen ou pas, on est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait peut-être des réformes qui aillent dans un sens ou dans un autre pour l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour améliorer l'image de l'Europe auprès des Français, du Parlement européen, et peut-être approcher ces élus qu'on finalement ne connaît que très peu en France pour donner envie aux gens d'aller voter pour eux, qu'ils soient pour ou contre l'Union européenne? D'abord, sur les élus européens, je pense qu'il faut qu'on revienne à un système régionalisé. J'aimerais plutôt pour ça. Pour avoir, comme c'était le cas avant, des élus européens par région avec des listes régionales ou interrégionales. Non, mais le vrai problème de l'Europe, c'est qu'on ne la connaît pas en fait. Moi, j'ai appris à aimer l'Europe quand j'ai eu la chance de faire un Erasmus en Catalogne, à 1 heure de Barcelone, qui m'a permis à la fois d'échouer lamentablement sur mes 6 mois d'épreuve de médecine, mais à la fois d'ouvrir mes chakras et de voir qu'il y avait autre chose que Grenoble, qui est pourtant la plus belle ville au monde. Hein. Mais Barcelone, c'est pas mal. Et ça fait du bien. D'ailleurs, moi, je milite pour qu'on pousse tous les jeunes de ce pays à faire 1 année de césure. Ou 6 mois de césure. Les Danois le font, en fait. À 16, 17, 18 ans, partez. Partez à l'étranger en Europe. Il n'y a pas que les Erasmus qui doivent pouvoir le faire. Vous devez pouvoir monter des projets ailleurs. Parce que je fais un peu le tour de France des villes RN, là, parce que ça les énerve, du coup, ça me fait du bien. Ah, ça les énerve, hein. Ça les énerve beaucoup. Et ça fait beaucoup de bien. Et j'étais avocat, j'ai vu 4 jeunes dans un quartier prioritaire de la ville qui me disent en fait, nous on est partis, la mission locale, ils n'avaient pas de job, pas tellement d'études, et la mission locale nous a envoyés à Berlin, à Karolinska et je ne sais plus où, à Milan. Waouh! On a fait 3 mois, 4 mois là-bas, on est rentré, on a trouvé notre vocation, notre voie, on est rentré en formation, on a trouvé un boulot. C'est génial! Peut-être aussi que les jeunes des quartiers populaires, une façon aussi de les sortir du deal et du marasme du quotidien, c'est de leur dire en fait pendant 6 mois vous allez quitter le quartier et tous ceux que vous connaissez, vous allez partir ouvrir vos chakras à l'étranger. Ça peut être pas mal aussi. Donc il faut faire découvrir l'Europe, il faut la faire aimer et je pense que moi on doit encourager tous les jeunes à partir. Ça je suis à fond là-dessus. Ensuite je vais vous dire une chose, j'ai beau être porte-parole du gouvernement, je suis à peu près incapable de vous dire concrètement dans tel ou tel endroit où je vais ce que l'Europe a financé si on ne sort pas les notes avec les illustrations concrètes. Quand je suis allé à Fréjus, je me suis dit, tiens, Fréjus, RN, ils n'aiment pas l'Europe, on va parler d'Europe. Bon, quand j'arrive à Fréjus, je me rends compte en fait que les climatiseurs de l'EHPAD, c'est l'Europe qui les a payés. La salle de coronarographie de l'hôpital de Fréjus, c'est l'Europe qui l'a payé. Que la cour de promenade dans l'hôpital psychiatrique qui permet aux gens de ne pas complètement péter des plombs, c'est l'Europe qui l'a payé.
que la salle informatique avec les dizaines d'ordinateurs flambant neufs dans le collège de la banlieue de Fréjus, c'est l'Europe qui l'a payé. Que le Wi-Fi gratuit dans toute la ville à Fréjus, c'est en grande partie l'Europe qui l'a payé. Vous le sauriez, vous l'auriez su, ça? Vous l'auriez imaginé? Bah, moi non plus. Donc l'Europe, c'est super facile de lui taper dessus, en fait, parce que c'est cette espèce de monstre froid désincarné, qui est loin, avec des gens qu'on ne connaît pas, et qui passe son temps à voter des normes qui nous embêtent. En fait, l'Europe, dans notre quotidien, elle est là. À Jeanne, je suis sûr qu'elle a financé des choses. Les labos de recherche de Grenoble sont financés par l'Europe. Énormément. Énormément. Et donc, il faut qu'on soit capable d'avoir un discours positif sur l'Europe. Et vous savez, en politique, c'est tellement simple de manier un peu l'instinct grégaire, le cerveau reptilien des gens, en leur disant que tout va mal. Hein, c'est l'espèce de misérabilisme. Ah, l'Europe ne fait rien, elle ne sert à rien. Moi, quand je viens vous voir, on se dit, ah, l'Europe, elle a financé ça, vous allez me dire, ah, c'est pas mal. Mais les émotions que je vais déclencher chez vous, donc la puissance de pénétration de ces émotions, sera peut-être plus fragile qu'une émotion négative. Et quelqu'un qui vous répète à longueur d'envie qu'en fait, à longueur de journée, que l'Europe c'est nul, que l'Europe ça ne sert à rien, etc., va finir par vous convaincre qu'en fait, l'Europe c'est pas si génial que ça. Donc il faut qu'on ait un discours qui soit positif sur l'Europe, mais il faut aussi que l'Europe soit capable de changer. Elle est trop conservatrice. Pas dans le sens idéologique du terme. Et c'est tellement dur de faire adopter une décision au niveau européen que pour lui faire changer d'avis, bon courage. Et c'est très long. Donc il faut que ce soit plus fluide. Mais l'Europe, elle prend des bonnes décisions. Moi, je l'ai vu pendant la crise Covid, évidemment. Mais là, l'Europe, c'est ce qui va vous permettre d'avoir non pas 5 chargeurs de téléphone différents, mais un chargeur de téléphone différent. Et ça va nous dépanner, ça va vous dépanner pas mal en fin de soirée, les amis. C'est l'Europe aussi qui est capable de faire voyager les jeunes, c'est l'Europe qui est capable de protéger davantage ses frontières, parce qu'il y a un vrai sujet, et de faire preuve de solidarité. Donc c'est ce discours positif, mais il est très dur de le tenir, je suis d'accord avec vous. Et c'est pas ce monstre froid désincarné, c'est juste que nous, on s'en désintéresse. Et vous allez dans beaucoup de pays qui nous entourent, ce qui est voté au Parlement européen, ça fait la une des impôts. En France, on accorde une place beaucoup trop faible dans l'espace médiatique à ça. Bonjour monsieur. Vous l'avez rappelé avec le Fréjus et le Tour de France des JRM, vous luttez activement contre l'extrême droite. Cependant, dans votre gouvernement, on a par exemple Darmanin qui trouve Marine Le Pen trop molle ou qui veut supprimer l'aide médicale d'État. Est-ce que vous êtes en confiance avec la lutte du gouvernement contre l'extrême droite? Et est-ce que vous êtes en phase aussi avec le gouvernement là-dessus? Alors, d'abord, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il était favorable à l'AME, et je m'en réjouis. C'était pas tout à fait clair au début, ça a été clair à la fin, donc c'est ce qui compte. C'est ça le dépassement politique, c'est parfois discuter, et à la fin, il y a une décision qui est prise et tout le monde la suit, c'est tant mieux. On est tous mobilisés. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, il se mobilise contre l'extrême droite. Parce qu'en fait, comment vous dire, les territoires. Non, je suis sérieux là-dessus. Et les territoires dans lesquels l'extrême droite elle est très élevée. 60, 70, 80%. Et tout le monde se dit au café le matin qu'ils vont voter Marine Le Pen et il n'y a aucun problème pour eux. Dans ces territoires, l'enjeu c'est d'expliquer aux gens qu'en fait, le vote pour Marine Le Pen, c'est pas un vote qui va les rendre plus heureux. D'ailleurs, ce que je vois dans les villes RN, c'est que l'abstention elle ne baisse pas. Même quand le maire est réélu, il y a quand même un électeur sur deux qui ne se déplace pas. Donc il ne crée pas d'enchantement là où il passe. Mais il y a des gens qui sont en insécurité. J'ai vu des gens aujourd'hui à Grenoble dont le discours est en train de changer. Grenoble est une ville, compagnon de la Libération, qui a toujours combattu l'extrême droite, et ici, dans ma circonscription dans laquelle je suis élu, le RN est anecdotique. Et à Grenoble, aux élections municipales, ce n'est pas un parti qui risque d'accéder au pouvoir. D'ailleurs, c'est souvent le modèle que je prends en exemple, en disant, vous savez, si chez moi le RN n'existe quasiment pas, il peut en être de même dans le reste du pays. Et je vois des discours sur l'insécurité qui sont en train de faire évoluer les gens. Ça m'inquiète d'entendre ça. Mais j'entends aussi qu'il y a de la peur. Quand vous avez le patron d'un supermarché à Grenoble qui vous explique qu'il a beau doubler le nombre d'agents de sécurité, tous les jours il y a du vol, et régulièrement il y a des mecs qui sortent des couteaux et qui sont en train de vigiler ou qui menacent les caissières, c'est pas un sentiment abstrait, c'est une insécurité telle qu'elle est vécue par les gens. Et ça peut conduire à de la rage et à de la haine. Je vais aller lundi matin dans un village de Château dans la Drôme. Un village qui est traumatisé. Et on peut parfaitement comprendre qu'on soit traumatisé. Et on sait aussi ce qu'un drame comme celui-ci peut être capable de soulever comme affect et vers quel type de décision ça peut conduire. Donc il faut agir avec détermination sur la question de la sécurité, il faut répondre aux préoccupations des Français, et ça Gérald Darmanin il le fait. Et donc il a cette utilité-là contre le RN.
pouvez trouver que c'est dur ou pas assez, etc. Mais à ceux qui trouvent que c'est trop dur, je vous dis que c'est utile et que c'est attendu par une partie importante de nos concitoyens. Et moi, je m'adresse aussi à une partie de l'électorat, qui est plus l'électorat peut-être grenoblois, oui, qui est l'électorat qui n'est pas forcément mélanchoniste, qui n'est pas macroniste non plus, qui n'a pas vraiment voté pour nous au premier tour et qui n'a pas vraiment voté pour nous aux législatives. Un électorat centriste, centre-gauche, humaniste, qui est un peu apatride politiquement en ce moment. Et je ne veux pas que cet électorat-là, il oublie que l'extrême droite, elle est dangereuse. Et j'entends parfois, y compris chez mes amis, le discours selon lequel, finalement, elle a des chats, et Bardella, il s'habille bien, et finalement, face au foudingue de la LFI qui insulte tout le monde, ils paraissent plutôt presque gentleman. C'est plus de la normalisation, c'est de la notabilisation à laquelle on assiste. Et en fait, juste derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella, vous avez M. Rachid qui fait des blagues sur Hitler parce qu'il est dans une voiture allemande. Vous avez M. Jacobelli à Hayange qui traite un député devant moi de racaille parce qu'il est maghrébin, un député de la République. C'est raciste. Vous avez le maire de Hayange qui décide de couper l'électricité au Secours populaire parce qu'il estime que c'est une association anarcho-communiste et qu'à la place de mettre une association qui aide les bons Français, une association patriote des amis de Mme Le Pen. C'est ces personnes-là qui seront au pouvoir si Marine Le Pen gagnait. Donc ça sert effectivement sans doute à rien de renvoyer le RR à son passé antisémite, c'est plus d'actualité. Dont acte, enfin les gens qui aujourd'hui sont autour d'elle, sont des gens qui sont dangereux. Et moi j'ai pas envie que les gens comme vous, les gens comme nous, l'oublient. Parce que sinon dans 3 ans, il n'y aura plus de barrage. Et on se réveillera avec un sacré mal de crâne. Donc moi je vous propose juste qu'on peut critiquer les décisions des uns et des autres. Et on peut d'ailleurs me dire, merde, moi je pense que Marine Le Pen est la bonne candidate. Je serais ravi d'en discuter et de prendre du temps pour essayer de expliquer pourquoi je considère que c'est dangereux pour notre pays. Mais moi je veux dire que les gens avec qui je travaille au sein du gouvernement, ils ont tous, à leur manière d'agir, une utilité pour permettre aux Français de ne pas considérer que le pire serait l'alternative en soi. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci pour votre présence ce soir. Ma question suit la précédente. Vous avez rappelé ce qu'est la démocratie, selon vous. Est-ce que c'est aussi 50% plus une voix? Si j'ai bien compris, c'est ce qui confère donc la légitimité à un groupe politique, quelconque entité politique, qui peut devenir un parti gouvernant, le gouvernement. Et juste après, vous rappelez aussi qu'aujourd'hui, quand les jeunes vont voter, s'ils votent pour des partis d'extrême. Vous avez parlé du RN et de LFI. Ma question, c'est donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ces partis d'extrême, même s'ils sont élus en démocratie, ne sont pas des partis de gouvernement? D'abord, dès lors qu'un candidat est élu à une élection, il est légitime. Il est légitime. Et les députés RN sont légitimes au Parlement, ils ont été élus démocratiquement. Et si je remettais ça en cause, je me mettrais moi-même en dehors de l'arc républicain. La République, ce sont des valeurs. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, d'autres valeurs. C'est le respect d'un certain nombre de ces valeurs. Et donc, ce qui définit l'arc républicain n'est pas le fait d'être élu ou non à une élection, c'est le fait d'inscrire ses pas dans le respect des valeurs républicaines. Et ce que j'ai eu l'occasion de dire, par exemple, c'est que ceux qui veulent faire du blanchiment de racisme au prétexte de lutter contre l'antisémitisme ne s'inscrivent pas dans un débat républicain. Ou vous dites, je suis contre le racisme, je suis contre l'antisémitisme, je suis contre l'homophobie, je suis contre la xénophobie, je suis tolérant, j'accepte la différence de l'autre, et je ne lutte pas contre une communauté, et auquel cas vous êtes dans l'arc républicain, ou vous ne vous inscrivez pas dans ce secteur, dans cette dynamique-là, où vous faites le tri des communautés qui méritent d'être défendues et celles qui ne le seraient pas, et auquel cas vous sortez de la cohésion républicaine. Vous comprenez? Et ce qui n'enlève rien à la légitimité d'une force politique qui est élue. Et si je devais schématiser les choses, est-ce qu'il est normal, j'ai peut-être du mal de le dire, mais est-ce qu'il est normal qu'il y ait un député Rassemblement National qui soit vice-président de l'Assemblée nationale? Oui, c'est normal parce que les statuts le décident. Mais est-ce qu'il est normal qu'il soit élu par des voix de députés de mon camp? Non. Voilà. C'est ça le barrage. Il y a plein de... Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'être présent ce soir parmi nous. Merci également pour votre initiative pour la mise en place de Agora. Pour revenir un petit peu sur le sondage Ipsos,
Et la question du changement, sur laquelle d'ailleurs vous avez porté un accent particulier en politique, je voudrais juste savoir, ne pensez-vous pas que ce changement constant sur un même sujet, les politiques ne seraient pas l'une des causes de la fragilité, de la confiance qui lierait les jeunes et les gouvernements d'une part, mais aussi le fait que les politiques puissent changer de position ou de camp à tout moment. Ben, changer de position en politique, changer de socle idéologique, ça veut dire changer de bord politique. Être capable d'adapter sa pensée politique au contexte du moment et tenir compte de l'impact de l'expérience, c'est plutôt simple. Il faut pouvoir expliquer les choses. Je donne un exemple. Moi, je viens de la gauche. Moi, j'ai appris, et conceptuellement, je considère à la base que la fiscalité doit être les voies et moyens essentiels pour gommer les inégalités sociales. D'accord ? Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, tiens, si on augmentait la fiscalité sur le patrimoine, si on augmentait les taxes sur les super profits, etc. Bon, je me suis inscrit dans le dépassement derrière le président de la République qui, lui, m'a dit, en fait, il nous faut de la stabilité fiscale, voire baisser les impôts. Il faut recréer de l'attractivité dans notre pays, recréer de la confiance, parce que la confiance, le capitalisme passe par la confiance, et c'est ainsi qu'on créera de l'emploi et de la richesse dans notre pays. Et je constate au bout de 6 ans qu'il avait raison. Et donc, ces mécanismes mentaux qui me conduisent à dire tiens, si on bougeait la fiscalité, etc., j'entends parfaitement qu'on se fait plaisir, on enverrait un symbole, mais peut-être que l'impact de la décision serait négatif à l'arrivée. Parce qu'on casserait la dynamique qui fait que la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe, par exemple. Donc est-ce que j'ai changé d'avis pour autant? Non, j'ai confronté mon opinion à la réalité, au principe de réalité et à l'évaluation des résultats. Donc vous comprenez, donc ça c'est une chose. Après, je ne suis pas sûr d'avoir compris la première partie de votre question, c'est est-ce que le fait de vouloir mettre de la démocratie directe, c'est changer d'avis et ça perd les jeunes, c'est ça? Je ne peux pas répondre à côté, pardon. Non, en fait, je disais tout simplement, le fait d'avoir un langage politiquement correct. Ah oui. Exactement, le fait que les politiques, certains politiques du moins, puissent avoir le langage politiquement correct à tout moment et le changement de position. Ouais, ok. Alors le langage politiquement correct, je ne sais pas si c'est sur la forme ou sur le fond. Si vous venez avec moi en soirée après, avec les copains, on va parler politique, je n'aurai pas la même manière de parler de politique que je le fais avec vous. Mais ce qui veut dire que je resterai ministre lundi. Mais sur le fond, j'irai la même chose. Vous savez, sans mettre de fixette sur le reste, je discutais avec j'ai un copain qui a un ado et qui disait qu'en fait, Bardella, c'est une superstar. Je dis, ah ouais. Je suis surpris, je connais ses parents. Ah bon, c'est une superstar? Ah ouais, la superstar. Pourquoi? Ah bah, il clash sur Insta, c'est incroyable. Il dit des choses cash, ses vidéos, il y a 400 000 likes. Ah ouais. Et du coup, Bardella, il pense quoi en fait politiquement? Ah bah, il est avec Marine Le Pen, hein. Ouais. Et du coup, c'est quoi comme parti? Bah, je crois que c'est l'extrême droite. Ok, l'extrême droite, c'est cool ou c'est pas cool? Je sais pas, mais il est cool, Bardella. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait ce travail aussi et qu'on soit capable d'avoir des débats de fond. Et les débats de fond, et les campagnes permettent souvent ça. Les campagnes politiques sont aussi le moment où les idées sont confrontées aux autres, où chacun doit sortir du pouvoir, où les uns doivent nous dire s'ils sont pour ou contre le Brexit, etc., etc. Mais sinon, oui, il faut de la confiance dans les idées, c'est important, et le langage politiquement correct, je ne sais pas, ce qu'il faut, c'est un langage qui puisse permettre d'être compris par tout le monde, et qui évite de heurter les gens et de faire du mal. Voilà. Si ça vous satisfait comme réponse. Bonsoir, monsieur le ministre. Excuse-moi de te couper, ce sera la dernière question. Est-ce que tu peux être précis? Malheureusement, pas les précis sinon. On prend deux. On prend deux? Ouais. Ok, on prend deux. Du coup, ma question est un peu. Vous verrez que même nous, par contre. Pardon. Du coup, ma question un peu que j'ai notée, il y a quelques jours, j'en discutais avec les camarades à Sciences Po Grenoble. On a remarqué que beaucoup d'élus sont des personnes diplômées de grandes écoles, de milieux sociaux assez élitistes, qui ont fréquenté aussi des milieux qui le sont également.
Donc aujourd'hui, la démocratie, elle se veut être la représentation du peuple. Est-ce que pour la renouveler et rétablir le lien entre citoyens et élus, est-ce qu'il ne faudrait pas que les élus, à travers leur parcours et leur milieu social de provenance et leur combat contre le déterminisme social, soient plus représentatifs de la réalité de la vie des Français, afin qu'ils se reconnaissent en eux? Et quelles sont vos propositions et actions concrètes afin de favoriser la mixité sociale et ethnique dans l'accès au pouvoir politique? Très bonne question. Alors d'abord, il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est mettre des quotas de profession lors des élections, parce que la Constitution l'interdirait, je pense que c'est assez simple. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est proposer aux Français, par leur vote, d'envoyer des signaux, puisque c'est le propre de la politique. Et si les Français veulent envoyer plus d'ouvriers, plus de fonctionnaires aux élections, ils peuvent le faire. Nous, on a inscrit la parité, pas pour les élections législatives, parce qu'il y a des problèmes constitutionnels, mais dans les exécutifs locaux, par exemple. Après, je vais vous dire un truc. Est-ce que ça changerait la manière dont les Français verraient le politique? Je suis pas sûr. En 2017, ça a été dit de manière ironique mais pas complètement fausse, il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais fait de politique qui sont devenus députés parce qu'ils étaient en marche. Parmi eux, il y avait un mec qui est devenu un copain, député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau. Jean-Baptiste Moreau, vous ne le connaissez sans doute pas, il est agriculteur, un vrai agriculteur de vrai. Hein. Il faisait la traite de ses vaches le matin à 5h du mat avant de prendre le train pour monter à Paris. Qui n'avait jamais eu de mandat de sa vie avant et qui n'aurait jamais imaginé être député. Donc là, on peut dire qu'il est quand même représentatif du travail agricole, elle est toute seule. Bon, au bout de 2 semaines, Jean-Baptiste Moreau se faisait insulter sur Twitter en disant « Tu connais pas la vie des Français, toi t'es qui, t'es qu'un politique ». Moi, je suis un médecin de province, hein. Enfin, belle province, c'est plus belle, Grenoble, mais je suis un médecin de province. Et quand je vous dis, quand j'ai commencé, j'avais même pas mis un pied au Parlement, que cette patiente me disait déjà « Vous étiez si sympa, pourquoi ?» Donc, des fois, on me dit, vous n'êtes plus un citoyen, vous êtes un élu. Bah, attendez, je suis un élu et je suis un citoyen, merci. Enfin, donc, en fait, c'est la manière dont on conçoit aussi la capacité des gens qui ont décidé de s'engager pour le collectif, d'avoir effectivement pu le faire pour de bonnes raisons. Et le populisme, il l'emporte quand les uns et les autres commencent à considérer que ceux qui vous parlent et qui ont un mandat sont forcément des gens qui sont mus par une autre ambition que celle de faire du mieux qu'ils peuvent pour vous amener mieux demain qu'hier. Et ça, je ne crois pas qu'encore une fois, ce soit lié au profil des élus. Je crois que c'est un travail collectif sociétal, profond, qu'il faut qu'on mène, parce que sinon, effectivement, on risque d'aller dans le mur. Avant de laisser Julie clôturer la conférence, on va vous poser une dernière question. Ah. En gros, là, on a l'habitude de... J'ai pas utilisé le joker cette fois encore. On a l'habitude de demander à nos invités cette année de donner le mot de la fin de la conférence. Pour vous donner un petit exemple, Romain Juppé avait insisté sur l'importance de cultiver la modération, la liberté et l'espérance. Vous êtes face à des futurs managers pour la plupart, et vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous aurez à dire à ces jeunes? Vous dire que, en tant que futur manager, vous avez un rôle fondamental en matière de solidarité. J'ai le droit à un mot, ce sera le mot de solidarité. La valeur cardinale pour les Français. C'est ce qui fait le lien entre nous, ce qui fait qu'on est une société solide, ce qui fait qu'on est beaucoup plus fort que ce que nous croyons être parfois. C'est la solidarité, c'est le sens de l'engagement désintéressé pour les autres. Qu'elle soit désintéressée pour le climat, pour les pauvres, pour les migrants, peu importe. Cette solidarité, elle doit s'exprimer au sein des entreprises dans lesquelles vous évoluerez. Elle doit prendre différentes formes et vous en serez les garants pour vous et les personnes qui auront l'honneur de travailler avec vous. Je vous remercie de passer jusqu'à GEM pour donner cette conférence. Je remercie à nouveau nos partenaires, le Crédit Mutuel, Oresis, ainsi que Grenoble École de Management qui nous apportent un soutien tout au long de l'année. Je remercie les membres de l'association GEM en débat pour leur investissement, sans lequel ces conférences ne pourraient pas avoir lieu. Et enfin, je vous remercie vous tous d'être venus à cette conférence en espérant que vous viendrez à la prochaine.